Alors on le sait, je dirais vous le vivez et vous l'avez vécu au quotidien, cette pandémie, elle a déporté les environnements de travail, elle a redéfini aussi les circuits de décision, elle a autonomisé les pratiques et rendu d'autant plus complexe, bien évidemment, l'identification, la gestion des risques professionnels associés. La manière dont cette hybridation va se prolonger dans les années à venir pose justement des questions aux métiers de prévention, aux métiers d'indemnisation, aux métiers de réparation évidemment. Alors quel bilan tirer de cette période, comment envisager cette entreprise hybridée pour demain et la gestion des risques professionnels associés? On va en parler avec nos invités, je vais vous les présenter tout de suite. Ivailo Kalfin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été ministre 2 fois en Bulgarie, notamment ministre de l'Emploi, eurodéputé, et vous êtes aujourd'hui directeur exécutif de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, Eurofond. C'est la première fois que Eurofond est présent à Eurogib, donc c'est vraiment un honneur de vous avoir. Et c'est la plus vieille agence européenne d'ailleurs, historiquement. C'est une agence qui est tripartite, État, employeur, employé et État. C'est un organisme de recherche très actif qui publie une cinquantaine de travaux en cours, une trentaine de publications. Et vous avez été très actif pendant la pandémie notamment pour essayer de mener des enquêtes et des analyses sur l'évolution des conditions de travail et du ressenti des travailleurs. On va en parler justement. On a avec nous aussi Maxime Bellego, bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà venu à Eurogip il y a quelques années. Vous êtes docteur en psychologie, psychologue clinicien à Toulon, enseignant en grande école. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui est sorti il y a assez peu de temps et qui est vraiment un ouvrage passionnant. Le travail est malade, il nous fait souffrir. Alors on va voir justement comment dans ce temps de post-pandémie et d'hybridation, le travail peut nous rendre malades ou moins justement. Vous connaissez bien justement ces questions de santé au travail pour les aborder à la fois dans votre exercice de psychologue clinicien, donc où vous recueillez les témoignages de patients, travailleurs qui souffrent de leur métier, et puis vous intervenez aussi en entreprise depuis de nombreuses années. Vous êtes notamment intervenu à l'époque de grande affaire France Télécom pour justement essayer de voir comment faire évoluer les organisations. Donc c'est ce double regard que vous nous apporterez. Et nous avons avec nous Marc Malenfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable depuis 5 ans de la mission Veille et Prospective de l'INRS. Alors cette cellule, elle conduit de vraiment passionnants travaux sur plein de sujets émergents. Il y a les nanorobots, il y a la plateformisation, il y a l'économie circulaire. Et vous le faites avec à la fois une approche pluridisciplinaire et puis une manière de poser un peu les horizons futurs via notamment des méthodes de scénario. Et vous avez pendant la pandémie, avec votre partenaire, le cabinet Futurible, questionné justement l'évolution des organisations de travail pour le post-pandémie, comment elles vont évoluer et comment les enjeux de santé et sécurité au travail vont s'y poser. On va en parler bien évidemment. Je vais passer en anglais avec vous, Ivailo, même si vous maîtrisez très bien le français. I would like to start with you. I said Eurofond conduct... Eh bien, je souhaiterais commencer par vous. J'ai dit que pendant la pandémie, vous avez travaillé sur de nombreux rapports, les conditions de travail et comment les entreprises ont évolué. Je souhaiterais rapidement parler de données et vous avez notamment relayé certaines données. Commençons par les effets de la pandémie et les effets sur les travailleurs. Comment le bien-être a été affecté pendant la crise et qui ont été les plus exposés? Déjà, merci de m'avoir invité. Merci à Eurogip de nous inviter. Eurofond a commencé ses recherches au printemps 2020. Depuis 2 ans, nous effectuons des enquêtes pour voir ce qui se passe. Il y a eu 5 enquêtes depuis que nous avons commencé. Nous avons donc un très bon panorama des États membres. La situation est assez claire, vous allez le voir. Je vais vous montrer quelques transparents. Vous voyez ici une
comparaison sur l'échelle de 0 à 100 de l'OMS, le bien-être mental des citoyens européens pendant la pandémie. Avant la pandémie, c'est la dernière colonne, nous avons 64%. Là, le chiffre a beaucoup baissé. Plus la pandémie perdure, plus le bien-être diminue pour les Européens. Ensuite, vous avez à droite les différences entre les pays en Europe. La plupart des pays, cependant, affichent les mêmes tendances. Avant de parler maintenant de type d'emploi et de bien-être mental, nous voyons les effets qui frappent principalement les personnes au chômage. Vous allez voir, nous parlerons des étudiants et des jeunes qui ont plus souffert de la pandémie, avec un sens d'insécurité en début de carrière notamment. Maintenant, la décomposition sectorielle. Les secteurs les plus affectés sont ceux qui ont dû fermer, c'est-à-dire les hôtels, l'enseignement, la restauration. En ce qui concerne les secteurs de santé, c'était la première ligne de défense contre la pandémie. C'est pour ça qu'on voit plus de motivation chez eux. Vous voyez ici la décomposition sectorielle. Ensuite, nous posons 3 questions dans notre enquête. Premièrement, êtes-vous déprimé? Êtes-vous seul? Vous sentez-vous seul ou êtes-vous sous pression? La première colonne est avant la pandémie, 2016, quelques années avant. Si vous comparez la colonne de gauche à celle de droite, la jaune et la grise, vous voyez la dépression, le sentiment de solitude et la tension qui, tous les 3, augmentent d'un rapport de 5 pendant la pandémie, ce qui est très élevé. Maintenant, quels sont les effets sur le bien-être mental? Eh bien là, cela dépend des groupes d'âge et des sexes. De façon générale, la pandémie a eu une incidence sur les jeunes et les femmes du côté risques psychosociaux. Il y a des explications, vous verrez, je pourrais vous donner les raisons sous-jacentes à ces tendances. En tout cas, les jeunes, les femmes ont beaucoup plus souffert côté psychosocial et risques psychosociaux. Les familles avec les enfants, également, c'est normal, les écoles étaient fermées, les crèches étaient également fermées, les familles ont dû réorganiser leur façon de vivre, faire en sorte que quelqu'un s'occupe des enfants et en même temps essayer de continuer à travailler. Les femmes ont plus été affectées que les hommes. Ceci est dû aussi au fait que les femmes travaillent parfois sans être payées. Par exemple, le travail effectué à la maison, le fait de s'occuper des enfants, c'est souvent les femmes qui souffrent le plus puisqu'elles s'occupent de toutes ces tâches domestiques. Tous ces chiffres peuvent s'expliquer. Je pourrais vous donner des détails si vous voulez, mais je m'arrête pour l'instant. Il y a autre chose, un chiffre qui nous intéresse, les effets des interventions non pharmaceutiques sur la santé mentale. Quels sont les éléments qui ont eu la plus forte incidence sur la santé mentale des gens? En vertical, vous avez là où nous en sommes aujourd'hui. À gauche, vous avez une augmentation de risque, ou en tout cas, les gens qui ressentent cela. À droite du trait rouge, c'est le contraire. Vous voyez les effets principaux qui viennent du fait qu'il est impossible de voyager, d'avoir des rapports sociaux avec les autres, impossible de se rassembler avec des amis, ce que l'on pourrait appeler socialiser. Ensuite, le tracking des contacts. Vous vous souvenez, au début, on essayait de retrouver tous les gens pour savoir
où ils étaient et cela a été inquiétant pour les gens. D'autre part, nous voyons que, de façon générale, les gens ont bien accepté la fermeture du lieu de travail parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité liée au lieu de travail. Donc ça, c'était plutôt, au contraire, positif. Nous voyons également qu'il est possible d'évaluer la situation pour ce que l'on appellerait les événements publics. Le choix était bien sûr à cause des fermetures moins grandes et les gens pouvaient ressentir un peu plus de sécurité. C'est paradoxal. Il faut rester dans le foyer, il ne faut pas travailler, il ne faut pas socialiser et cependant, your career, whether your company is going to be alive at all after this whole pandemic. So the levels of stress increased very much. This is really it's a bit of the new deal of the situation. It's on one way it's not so good, and on the other way it's really wished and quite good actually. So they wish for they're okay and they feel really more well-being with the fact that the workplace closed, but then they have to telework, and then you also try to look at the effect of telework, and even though they were happy not to go to the office, they might not all have been so happy to telework, or at least they might have big impacts that you really try to value. Let's see exactly the effect of telework as you could evaluate them. You're absolutely right. I mean, we have to put teleworking in the pandemic in the context of overall feeling of insecurity. So this overall atmosphere, of course, influenced the mental well-being. We cannot take only telework and say this is the reason only. So that's the whole context, and then we go to telework. I have to start by saying that telework is here to stay. I mean, employers, workers, society is interested in that. Les employeurs, les travailleurs, la société en général montrent que nous sommes intéressés par le télétravail car cela offre des opportunités intéressantes. Cependant, nous avons des écueils à éviter ou des risques liés au télétravail parce que sinon le télétravail pourrait être un risque pour tout le monde. Voici les résultats d'une étude effectuée l'année dernière parmi les États membres de l'Union européenne. Nous voyons ce que pensent les gens qui travaillent en tant qu'auto-entrepreneurs de chez eux. Pendant la pandémie, nous avons vu que, avant la pandémie, 5 ou 6% du travail était fait en télétravail et pendant la pandémie, nous sommes arrivés à 39% des personnes qui travaillaient de chez eux. Et la moyenne se situait entre 22 et 25% des tâches effectuées à distance. Toutes les tâches ne sont pas télétravaillables. Pour nous, un tiers des emplois pourraient être effectués de façon télétravail ou à distance. Ici, vous voyez ce qui s'est passé pendant la pandémie. Avec des formes hybrides de travail, les gens pouvaient travailler de chez eux et dans l'entreprise. Voilà les effets du télétravail sur les travailleurs. Angoisse, épuisement physique, lombalgie. Et lorsque les gens travaillaient dans les entreprises, nous avons vu que parfois la forme était hybride, ça c'est la colonne orange, et à droite en gris, c'est le télétravail. Vous voyez, augmentation de l'anxiété. Peut-être que les gens se sentent moins fatigués physiquement, ça c'est le groupe des 3 colonnes au milieu, et pour les lombalgies ou les troubles musculo-squelettiques, il n'y a pas beaucoup de changements comme vous avez vu. Maintenant, qu'en est-il d'autres risques? Travailler quand vous êtes malade. Vous voyez les différences avec les barres horizontales. Si vous devez aller à l'entreprise, vous y allez généralement même si vous êtes malade. Alors que si vous êtes malade et que vous télétravaillez, vous vous occupez plus de vous.
et vous travaillez moins. Voici d'autres chiffres qui nous disent que le télétravail amène à plus de travail, plus d'heures travaillées. 19% des gens qui sont dans une entreprise disent qu'ils font des heures sup. À la maison, c'est 2 fois plus d'heures sup. Et les journées de travail sont plus longues avec moins de pauses. Intensité du travail. Là, les chiffres n'ont pas beaucoup changé si l'on regarde l'intensité du travail par rapport à une forme hybride où on doit se déplacer pour aller au travail. Avec le télétravail, l'intensité du travail augmente de façon générale. Si vous allez d'une réunion à l'autre, vous verrez que vous avez du temps pour vous concentrer, alors que là, en ligne, vous passez d'une réunion à l'autre. C'est ce qu'on appelle le multitâche. C'est-à-dire qu'on passe d'une réunion Zoom à une autre réunion en ligne. Tout à fait. L'intensité est très élevée. On peut le faire pendant un petit peu de temps, mais pas tout le temps, parce que sinon c'est épuisant. Ça, c'est certain. En ce qui concerne l'autonomie au travail, eh bien, quand vous travaillez chez vous, vous avez l'impression que vous êtes plus autonome, et c'est l'argument principal, la raison pour laquelle les gens veulent rester à la maison. Ils peuvent gérer leur calendrier, peuvent s'occuper des personnes âgées dans le foyer ou les jeunes. Donc, travailler à la maison, cela vous donne plus d'autonomie. C'est ce que nous disent les gens. Maintenant, soutien de type social de la part de vos patrons, de vos dirigeants, de vos collègues. Bien sûr, lorsque vous travaillez à la maison, vous avez moins d'appui, moins de soutien, et c'est pour ça que ceux qui travaillent à la maison disent « je me sens seul, j'ai perdu contact avec les gens, je me concentre en fait sur mes propres tâches et je ne comprends pas l'ensemble dans l'entreprise, je n'ai pas de contact social avec mes collègues, donc je me sens moins soutenu, je dois me concentrer sur la tâche que je dois faire et je perds l'ensemble des initiatives, de l'innovation de l'entreprise. » Maintenant, côté confiance. Si vous travaillez à la maison, vous verrez que, bon, de façon générale, là vous le voyez, les chefs d'équipe pensent que les travailleurs vont bien travailler à la maison, ils leur font confiance. Mais souvent, les travailleurs, après la crise, demandent aux salariés de revenir à l'entreprise. C'est sûrement parce qu'il y a beaucoup de pression sur la catégorie des managers. Et le travail hybride met encore plus de pression sur les équipes de management. Quand on sait que toutes les équipes ne sont pas au bureau, qu'il faut cependant les gérer. Le ressenti d'un travail bien fait ou d'avoir travaillé à quelque chose d'utile. Une fois de plus, lorsque vous travaillez à la maison, vous avez l'impression que vous ne savez pas si ce que vous faites est vraiment utile. Vous faites bien ce que vous devez faire, mais vous ne savez pas quel est votre rôle dans l'entreprise, ce qui est aussi un problème auquel il faut répondre. Voilà les enseignements principaux. Bien, tout ceci est très intéressant d'avoir cette image générale. Eurofound est vraiment l'organisme qui peut analyser ces données. Et la tendance va continuer pendant quelques années parce que le travail hybride va sûrement perdurer pour de nombreuses personnes. Eh bien, sur la base de ces chiffres, et étant donné que la tendance va durer, quels sont peut-être les 2 ou 3 enseignements que l'on pourrait tirer de tout cela? Comment faire en sorte que le lieu de travail soit sécurisé dans une configuration hybride? Premier enseignement, la pandémie a servi de catalyseur. Le télétravail va perdurer. Beaucoup de personnes ont investi dans le télétravail, la tendance va baisser, c'est vrai, mais en tout cas, le niveau sera supérieur à celui que nous avions avant la pandémie. Deuxièmement,
cela vous offre des opportunités de travail. C'est une question qu'il faut aborder, même si, bien sûr, les heures de travail sont plus longues. Qu'en est-il de la réglementation? Réglementation, ergonomie au travail. L'employeur peut difficilement garantir la qualité de l'air que vous avez chez vous, la lumière, l'éclairage, etc. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut aborder. On ne peut pas donner des responsabilités à quelqu'un si on ne sait pas dans quel environnement il travaille. Et la façon de gérer les équipes va complètement changer. Les chefs d'équipe doivent être soutenus lorsque le travail est de forme hybride. Premièrement, il faut que les équipes et les collaborateurs aient l'impression qu'ils font vraiment du bon travail. Ils doivent comprendre là où ils se situent et le rôle de leur emploi dans l'entreprise, dans le département, dans le service. Il faut donc un meilleur soutien de vos collègues et des managers. Avec le travail hybride, les méthodes de gestion d'équipe changeront radicalement. Nous sommes une organisation tripartite, nous travaillons dans le sens du dialogue social et il y a de nombreux sujets à aborder que les partenaires sociaux devront aborder, les travailleurs, les employeurs, pour essayer de trouver des solutions. La France est un très bon exemple. La France a une réglementation sur le droit à la déconnexion qui existait bien avant la pandémie. Maintenant, tout le monde parle du droit à la déconnexion et tout le monde a une idée, un projet de loi dans ce sens. Voilà un bon exemple. La France est un bon exemple de ce dialogue social. Le législateur doit les écouter. Attention, il ne faut pas revenir à la situation que nous avions avant la pandémie. Les commentaires que vous pourrez avoir les uns et les autres, c'est vraiment des données d'ensemble très intéressantes. N'hésitez pas, là encore, à poser vos questions, à amener vos commentaires sur ce que vient de nous présenter M. Kalfin, ce que vont nous présenter aussi Maxime Bellégou et Marc Malenfer. Je voudrais prolonger avec vous un peu ce qui vient d'être dit, parce qu'autant Eurofound vient nous donner une image tout de même assez complète de ce qui s'est passé pendant ces 2 ans en termes de conditions de travail, en termes de ressenti du travail, autant vous, le travail que vous avez conduit avec Futurib nous permet de nous projeter dans ce que va être les organisations du travail qui vont sortir, germer un petit peu de toute cette période un peu compliquée. C'est un travail de prospective que vous avez conduit pendant le temps de cette pandémie, en 2 temps, si je puis dire. Il y a eu un premier temps de travail mené par Futurib, un petit peu avec vous, auprès d'une quinzaine de grandes entreprises, pour essayer de comprendre justement quelles allaient être les grandes tendances qui allaient marquer l'évolution des organisations de travail pour les années à venir. C'est un système un peu de scénario classique. Et puis vous avez prolongé, vous, INRS Le Travail, avec des acteurs plus spécifiquement associés à la prévention des risques professionnels, ANACT, CRAMIF et autres, etc., pour essayer de comprendre justement comment ces nouvelles organisations allaient faire évoluer les stratégies, les problématiques de gestion des risques professionnels. On va en parler. D'abord, ce travail a permis de faire émerger 5 grandes tendances de ce qui va un petit peu modifier, faire évoluer un petit peu les organisations de travail. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a la digitalisation, mais il n'y a pas que ça. Oui, tout à fait. Alors, plutôt que de parler de tendance, on préfère, nous, le terme d'enjeu, parce qu'on n'a pas de certitude sur ce que demain sera. Hein. Donc, en prospective, on essaye d'explorer des futurs possibles, et puis ensuite d'identifier les moteurs ou les leviers qui vont être déterminants. Et là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est à quoi les acteurs de la santé et sécurité au travail doivent être attentifs dans les transformations du travail qui vont venir. Alors effectivement, on a identifié 5 enjeux qui sont d'ailleurs très imbriqués les uns avec les autres et puis qui ont commencé déjà à être évoqués. Le premier, c'est effectivement ce recours accéléré
aux technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, globalement, tous les enjeux qu'on a identifiés étaient déjà en germe et présents dans les organisations et les transformations du travail avant la pandémie. Là, il y a eu, comme on vient de l'entendre, un effet d'accélération, de catalyseur. Et c'est particulièrement le cas sur le recours à ces technologies de l'information et de la communication dans de nombreux domaines, y compris dans des domaines industriels, etc. Le deuxième point, et qui est très lié à ça, c'est une volonté des entreprises de gagner en agilité. En fait, à l'occasion de cette crise, les entreprises ont pris conscience d'un certain nombre de vulnérabilités, notamment liées aux vulnérabilités de leur chaîne d'approvisionnement, mais aussi aux questions de pénurie de main-d'œuvre, etc. Et du coup, elles vont chercher à trouver des leviers d'organisation qui vont leur permettre d'être de plus en plus réactives, souples dans leur manière de s'adapter au marché et à ses évolutions et aux différentes incertitudes auxquelles elles vont être confrontées. Et ça nous amène à un troisième point qui est le recours qui se développe quand même à des statuts d'emploi de plus en plus atypiques. Alors certes, le CDI reste la forme contractuelle majoritaire pour les salariés en France, évidemment, mais on voit se développer des formes de contrats un peu atypiques et puis le recours de plus en plus important à des travailleurs indépendants, notamment sous statut d'auto-entrepreneur, ce qui pose un certain nombre de questions en termes de prévention. Et puis le quatrième point qui est très lié à ça aussi, c'est la capacité que vont avoir les entreprises ou non à maintenir des collectifs de travail. On sait que le collectif de travail, c'est un élément déterminant en termes de prévention des risques professionnels. La prévention, elle se construit avec les travailleurs, mais de manière collective, et c'est comme ça qu'on trouve les solutions les plus pertinentes. Et on a quelques interrogations sur l'évolution de ces collectifs dans les années à venir et la capacité à maintenir la cohérence de ces collectifs et leur capacité à discuter du travail ensemble. Et puis le dernier point, c'est le développement des interfaces, en fait, des moments d'interaction où on va avoir plusieurs acteurs. Alors il y a le donneur d'ordre, le sous-traitant, éventuellement des travailleurs indépendants, et il y a un développement de ces interfaces qui sont à chaque fois des moments où on peut voir survenir des risques si les acteurs sont pas correctement coordonnés. Ce que vous appelez les moments, les zones grises de coactivité. Voilà. Où plusieurs personnes font des activités, puis finalement on ne sait plus vraiment qui fait quoi et qui décide de quoi pour les autres, un peu entre ceux qui sont salariés, ceux qui sont de l'extérieur, etc. Tout ça. Un mot rapide, parce que vous avez passé en revue beaucoup de secteurs. On parle de télétravail, donc on se dit tout ce qu'on est en train de raconter, c'est très bien, on va dire 50% des gens qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui sont dans les bureaux, puisqu'il y en a plein d'autres qui sont en usine, donc qui sont en atelier, qui sont sur le terrain et qui n'ont pas du tout eu à télétravailler. Est-ce que ces évolutions-là les concernent aussi ? Bien sûr. Les effets du recours aux technologies de l'information, on a évoqué par exemple la croissance très importante du e-commerce qui a encore été accélérée par cette phase de crise. Le e-commerce, c'est quelque part essayer d'aligner le monde physique sur la rapidité de diffusion de l'information dématérialisée. Donc les gens commandent sur un smartphone ou un ordinateur, et une fois qu'ils ont cliqué pour payer leur achat, ils voudraient qu'il soit là immédiatement. Et ça a deux effets. D'une part, ça a un effet d'invisibilisation des conditions de travail des travailleurs qui sont derrière, et puis ça a un effet accélérateur extrêmement fort, avec des conséquences en termes de risques physiques, c'est-à-dire intensification du travail, développement des troubles musculo-squelettiques, des risques d'accidents dans la circulation, etc., etc. Oui, il y a une automatisation qui s'est aussi accélérée pendant la crise. Les gens n'étaient pas là, du coup on s'est dit on va encore plus automatiser. Donc on a des environnements de travail qui évoluent partout. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, au-delà des constats sur les organisations, vous regardez les risques professionnels. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous dites, il n'y a pas vraiment de nouveaux risques professionnels qui apparaissent pendant cette crise.
Donc déjà, premier constat. Et puis deuxième constat, tout ce qu'on a déployé, tous ces outils de travail, cet ordinateur sur lequel je peux faire mon Zoom, tout ça, ça peut être très problématique parce que ça va créer de la surcharge de travail, ça va créer de l'isolement. Puis ça peut aussi être ça peut m'autonomiser, ça peut aussi passer des messages de prévention. C'est à chaque fois une double face qui se joue dans les deux sens. Vous le dites d'ailleurs, qu'il devient difficile finalement de mesurer exactement ce qui pose, ce qui est susceptible de poser des risques professionnels, parce que la même chose peut devenir dans certaines situations problématique et dans d'autres situations plutôt salutaires. Vous le dites dans le rapport, au final le danger est de voir apparaître, vous le dites, des zones grises où les risques liés à la coactivité notamment sont importants, où les responsabilités de chacun sont plus clairement identifiées, et que c'est là finalement, c'est dans ces univers-là que pourrait germer le plus de problèmes. À quoi correspondent ces zones de danger, et est-ce que ces environnements de travail hybridés, il faut les redouter ou pas au final ? Alors, c'est comme toujours avec ces outils, ça dépend de ce qu'on en fait. Alors, avant tout, je voudrais rappeler que le recours aux avancées de la technologie, ça fait pleinement partie des principes généraux de prévention. C'est-à-dire que dans l'activité de prévention des risques professionnels, on doit s'emparer des opportunités qu'apportent ces nouvelles technologies pour essayer d'améliorer les conditions les conditions de travail et de protéger les travailleurs. Ça, c'est un premier point. Après, la question, c'est de ne pas se laisser emporté par les avancées et le potentiel de ces technologies, et de pas perdre de vue le risque du recours à ces technologies, c'est de voir augmenter l'écart entre ce qui est prescrit via ces outils, dans les procédures, etc. C'est très simple de rentrer une procédure dans un ordinateur, d'appuyer sur le bouton et de prévoir que tout se passe comme prévu. Sauf que dans la vraie vie, les choses se passent jamais comme prévu, et c'est là qu'on a des situations à risque. Donc il faut être vigilant dans le recours à ces technologies, de bien impliquer les travailleurs pour arriver à avoir des outils qui les aident, qui tiennent compte de leurs conditions de travail réelles sur le terrain, et pas des outils qui sont uniquement des outils de prescription accélérée du travail, en fin de compte, qui est déconnecté des situations dans lesquelles sont les travailleurs. Alors, il y a un autre enjeu, et vous l'étudiez beaucoup dans ces scénarios, c'est intéressant, c'est la place que justement, dans ce nouveau contexte plus complexe à comprendre au niveau des outils, au niveau des organisations, les acteurs de la prévention des risques, la place qu'ils vont pouvoir prendre et les discours qu'ils vont pouvoir porter là-dedans. Vous le dites là aussi, je cite parce que je trouve que la citation est sublime, ils seront de plus en plus confrontés à des systèmes complexes à comprendre et à faire modifier, à des environnements où les responsabilités ne seront pas nécessairement établis de manière claire, avec des collectifs de travail de plus en plus éphémères, dispersés et asynchrones. Ça donne envie quand on est préventeur, d'après moi, parce que là, on se dit « vive le monde hybride ». On ne sait plus à qui on parle et on ne sait plus où sont les risques. Quelles doctrines doivent porter et quelles stratégies peuvent avoir les acteurs de prévention dans ces univers où on ne sait plus très bien à qui on s'adresse, si c'est quelqu'un de l'entreprise ou un personnel extérieur, et on ne sait plus vraiment de quel risque on parle. Alors, ça c'est une vision du futur possible, c'est pas le quotidien de la majorité des travailleurs encore, notamment dans les TPE, mais c'est quand même des questions que pose ce recours aux technologies de l'information et de la communication, où en fait la difficulté pour les acteurs de la prévention, c'est d'arriver dans des situations dégradées où en fait ils ont peu de leviers d'action pour modifier ces outils. Alors, je sais pas, si on prend l'exemple d'une entreprise qui fait l'acquisition d'un logiciel qui va fortement modifier les organisations du travail, c'est une fois que la situation est dégradée, c'est très compliqué pour le préventeur d'arriver dans l'entreprise et de dire à l'employeur il faut changer ce logiciel qui vous a coûté X millions. C'est pas comme ça que les choses vont pouvoir se passer. Donc tout l'enjeu, je pense, pour
pour les acteurs de prévention, c'est d'agir le plus en amont possible. Comme toujours en prévention, plus on agit en amont et mieux c'est. Et il y a, à mon sens, un vrai enjeu de monter en compétences à la fois des acteurs. Alors, ça se monter en compétence sur quoi? Sur la compréhension de ces outils, mais aussi, et j'y arrive, sur la compréhension de ce que c'est que la prévention des risques. C'est-à-dire, chez les acteurs de la prévention, il y a un besoin d'avoir une meilleure compréhension de ces outils, de leur fonctionnement, de leurs effets, pour pouvoir conseiller les entreprises. Dans les entreprises, il y a aussi besoin d'avoir cette compréhension pour pouvoir y recourir de manière éclairée et être en capacité d'avoir un dialogue social dans l'entreprise sur ces sujets, ce qui n'est pas évident. Et puis, il y a un autre acteur qu'il faut viser en termes de montée en compétence, ce sont les acteurs qui développent ces outils, qui conçoivent ces situations de travail et qui, eux, ont besoin d'être sensibilisés aux enjeux de santé-sécurité au travail, aux risques psychosociaux, aux facteurs organisationnels, etc., pour que, dès la conception de ces outils, on ne parte pas sur des choses qui ont été conçues sans avoir à l'esprit la préservation de la santé des travailleurs. Parce qu'une fois que ces outils sont déployés, c'est très compliqué a posteriori de revenir dessus. Oui, il faut pouvoir porter des doctrines sur ces outils-là et puis accompagner l'autonomisation sans être dans une logique de paternalisation en disant il faut faire ci, faire ça, parce que du coup, ils sont de plus en plus autonomes avec leurs outils, donc il faut se mettre au niveau de la réalité des pratiques d'usage de ces nouveaux outils. Et puis avoir peut-être des outils, ou trouver des leviers qui permettent aux gens qui développent les outils d'avoir des remontées de terrain de la part des travailleurs et reconnecter ces deux populations pour tenir compte des contraintes des uns et des autres. Ce qui peut être un des rôles du manager, notamment aussi des lignes de management. Maxime Bellego, je voudrais revenir avec vous un petit peu et on va parler évidemment de votre ouvrage, mais d'abord de votre pratique et d'abord de ce qu'a dit Yves Ayloub, puisqu'il montre bien qu'un des premiers impacts qu'il y a eu pendant la pandémie, c'est sur la santé mentale, c'est sur ces phénomènes d'isolement, c'est sur ces phénomènes de surcharge de travail et d'anxiété très fortement ressentie. Dans quelle mesure ça rejoint ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu dans votre cabinet de clinicien et puis aussi dans les entreprises où vous êtes intervenu? Oui, c'était très riche au niveau des informations qu'on a eues. La donnée, moi, que je trouve centrale, qui explique bien le malaise un des malaises du télétravail, c'est, vous savez, dans les diagrammes, là, c'était l'anxiété au maximum et la fatigue au minimum. Je le schématise. Et alors, quelqu'un qui est très anxieux et qui est pas fatigué, c'est quelqu'un qui dort pas. Donc là, c'est une invitation à l'insomnie très claire. Et une nuit, il n'y a pas de problème. Alors si on fait ça pendant 2-3 mois, on a un syndrome dépressif qui s'installe, etc., etc. C'est tout à fait le témoignage des patients. C'est exactement ça, c'est-à-dire comment je dois me structurer tout seul dans cet environnement où on m'accompagne pas, où il n'y a pas de rite. Il n'y a pas de rituel, le président le disait tout à l'heure sur les discussions informelles à la machine à café, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas de rite, il n'y a pas de changement de décor. Monsieur l'a dit aussi sur le fait de se balader de réunion en réunion, ça c'est très important. Parce qu'il y a parfois il y a des palmiers, parfois il y a la bibliothèque aussi tout de même, donc il y a des changements de décor. Oui. Et puis on peut même mettre le masque de réalité virtuelle si on veut pour changer de décor, mais bon, quand même notre cerveau il aime bien le réel, quoi. Et c'est vrai que se promener, changer de décor, s'habiller, aller dans la voiture, dans le métro, dans le bus, prendre le vélo, tout ça c'est très très important parce que dans ces moments-là, on réfléchit, on se projette, on oublie, on fait des choses. Il y a une activité cognitive qui est extrêmement riche. Or, quand on est à la maison, on n'a pas cette activité cognitive diversifiée. On l'a pas. C'est-à-dire qu'on sort de son lit, on se prépare ou pas, en fonction de si on est visible, on se prépare pas, on reste en jogging, on l'a vu, ça, il y a plein de farces sur les réseaux là-dessus. On enchaîne, on l'a vu là avec les activités multitâches. S'il y a bien quelque chose que les études montrent bien, que les patients racontent très très bien, c'est que les multitâches sont impossibles pour l'être humain. On n'y arrive pas. Être multitâche, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on veut faire un bon travail, il faut le faire concentré sur une seule tâche. Multitâche, c'est des choses qui sont survolées et qui n'ont pas vraiment une grande efficacité. Et en plus, un grand sentiment d'épanouissement, comme on l'a vu aussi. Donc voilà, il y a ces rites-là qui sont absents, ces moments de régénération cognitive un peu pour penser à autre chose, même
même n'importe quoi, c'est pas grave. Et surtout ce changement de décor qui nous fait du bien, même si on n'y attachait pas du tout une grande importance parce que c'était automatique, mais le décor, en fait, ça nous régénère beaucoup. Alors, je vais vous faire réagir à ce qu'a présenté, ce qu'ont été les données Eurofond, et aussi à ce qu'ont été les travaux de l'INRS et de Marc Malenfer, parce qu'ils résonnent aussi beaucoup, notamment avec votre ouvrage, qui est un ouvrage vraiment passionnant, parce que vous analysez à partir de vos expériences, à la fois en entreprise et en cabinet, la manière dont les plaintes sur le travail viennent, et vous dites finalement on a tendance à penser à ramener ces plaintes sur le travail soit une entreprise qui est toxique par elle-même, donc dans un discours assez politique, soit à des situations individuelles de harceleurs, de pervers narcissiques, d'épidémies de pervers narcissiques dans les entreprises, et vous dites la réalité c'est le travail lui-même, c'est pas ces décors-là, c'est le travail lui-même, la manière dont aujourd'hui il se construit sur des injonctions contradictoires, sur des horizons incertains, qui va faire que les personnes vont se sentir isolées, vont devenir les proies, en effet, de personnes qui, eux, surjouent finalement les règles du jeu et du management existant, et créent des situations vous le dites, comme la savane, ça peut être des situations de harcèlement, des situations où des mauvaises blagues reviennent 2-3 fois par jour, et puis, peu à peu, ça effrite la personne, ça effrite, et en plus de ça, elle n'a pas le collectif autour d'elle pour la soutenir. Ce que nous raconte Marc Malenfer même si ce ne sont que des scénarios, sur cet univers où finalement on va aller vers ces zones grises de coactivité, où on a des gens, on ne sait plus trop si c'est les gens de l'entreprise ou les gens de l'extérieur, on ne sait plus qui est vraiment le manager, qui décide quoi, etc. Ça rajoute encore plus d'incertitude, ça rajoute encore plus d'anxiété, ça peut accentuer exactement tout ce que vous dites là-dedans, c'est-à-dire créer vraiment le scénario du pire de ce que vous décrivez déjà. Comment est-ce que vous entendez un peu ce qu'il dit, et comment vous voyez cette évolution de l'hybridation comme un risque possible, mais peut-être aussi comme une opportunité? Oui, c'était particulièrement intéressant les travaux qui ont été exposés sur la question du sentiment d'incertitude. Croisé avec l'absence de soutien social, on est sur le plus gros risque dans les risques psychosociaux et dans le modèle du job strain de Karasek, enfin tous les grands modèles qu'on utilise pour analyser le travail. Quand on croise ces deux facteurs-là, on a des gens qui deviennent tout à fait vulnérables à la moindre menace de l'environnement. Et bien sûr qu'on a toujours les cas de harcèlement dans la dualité, avec un pervers narcissique, une victime, etc. Mais on a aussi simplement des organisations qui fonctionnent pas correctement, qui n'ont pas la logique du bon sens. C'est-à-dire, comme le disait mon collègue, de développer d'abord un programme informatique ou un logiciel, de le diffuser et d'appeler ensuite le préventeur pour qu'il intervienne après. Donc, qu'il fasse pas de la prévention, qu'il fasse de la postvention, si on doit faire un nouveau mot. Là, on n'est pas du tout dans le bon sens, et c'est ce moment-là où la personne va être le plus vulnérable et va encaisser ça comme un tsunami, alors que finalement c'est juste un dysfonctionnement. Et celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, ça commence à fragiliser vraiment la structure. Là où on peut voir le verre à moitié plein, c'est dans la qualité de l'exposition à ces menaces-là. C'est-à-dire que si je suis chez moi et que j'ai un environnement qui est tout à fait correct, tranquille, sans être dans l'image d'Épinal du télétravail de la personne qui a sa maison de vacances en Bretagne, ou alors dans l'image sordide de la personne qui est dans son studio, mal insonorisé, tout ça, on a un juste milieu avec quelqu'un qui serait simplement bien chez soi et qui a le droit, pas du tout juridique, mais qui a la possibilité de se déconnecter de tout ça. Vous voyez ? C'est-à-dire, stop. Vous voyez ? Là, à 15h, de 15 à 16h, j'arrête. Tant pis, je vais prendre du retard, mais je veux plus voir ces têtes-là, je veux plus entendre ces voix-là, j'arrête. Donc je vais me balader, je vais sortir au parc, et peu importe si c'est pas bon au niveau éthique ou je sais pas trop quoi d'un point de vue du contrôle managérial, vous voyez, c'est pas grave, la personne se protège. Et il vaut mieux qu'elle se protège et qu'elle aille mettre le nez dehors pour changer un peu d'air, plutôt que elle se sente enfermée dans une pseudo-mission importante dans laquelle elle pourrait y risquer sa santé. C'est pas vraiment ça la vie. Il y a le besoin aujourd'hui pour les organisations, les entreprises, les structures managériales que vous, encore une fois, voyez quand vous intervenez dans des entreprises suite à des incidents graves, suite à des audits RPS ou autres,
de mieux comprendre justement comment intégrer ces rituels, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que vous dites, et aussi cette autonomisation nécessaire. Parce que le risque, c'est de faire en sorte de leur part que la distance devienne plus de reporting, plus de monitoring, plus de contrôle, ou bien une sorte de nouvelle trust, de nouvelle confiance intégrée. Comment faire en sorte de les sensibiliser au fait de passer du bon côté, je dirais, de nos devenirs? On a deux cas de figure. On a les organisations du travail qui sont déjà assez innovantes ou souples et qui montrent assez peu, en tout cas un contrôle juste de l'activité, et auquel cas, quand le télétravail se présente, ça pose aucun problème, puisque à distance ou pas, on a exactement la même qualité de contrôle. En revanche, pour les organisations qui seraient un peu plus maniaques du contrôle, ou malades du contrôle, je sais pas comment on peut le dire, à ce moment-là, je pense que c'est un peu comme tous les systèmes malades, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent que s'effondrer sur eux-mêmes. Alors entraînant les gens avec, donc c'est une tristesse incroyable, mais ils peuvent que s'effondrer sur eux-mêmes pour la simple et bonne raison que, à un moment donné, le contrôle à distance a ses limites. Donc, à moins que le manager ou le superviseur décide d'aller chez la personne, il y aura dont il n'a pas le droit de faire. Il y a une limite à ce contrôle-là, si bien que on a déjà des petites images rigolotes. Là, vous savez, il y a des logiciels pour mesurer les mouvements de la souris, pour voir si le télétravailleur travaille bien, tout ça. Et puis on voit sur les réseaux des gens qui scotchent leur souris sur les aspirateurs automatiques pour que ça continue de bouger, pour qu'ils puissent continuer de travailler tranquille. Tout contrôle, tout surcontrôle malade entraîne à coup sûr la maladie du contrôlé ou son indépendance complète. En gros, on va avoir soit des gens qui seront très malades, soit des gens qui vont partir. Et généralement, les gens qui sont très malades, c'est triste, mais ils font pas leçon pour l'organisation. On dit généralement qu'ils sont un peu plus faibles ou vulnérables, qu'ils n'ont pas pu accuser le coup. Par contre, les gens qui quittent, quand ils sont en grand nombre, là, il y a une leçon à retenir, puisque ça met complètement l'organisation en déstabilisation. Donc je pense qu'il y aura ces deux issues-là, et la troisième, de la personne qui se sent bien chez soi et qui n'a pas de difficulté avec tout ça. Rejoignons ce que disait Marc, et rejoignons aussi ce qu'est votre expérience, là encore, de consultant intervenant dans des structures où vous écoutez beaucoup ce que les gens disent, où vous échangez avec la direction, vous ne faites pas des recos, comme on dit, à tire-larigot, mais vous êtes vraiment dans l'écoute et le dialogue et la création de l'écoute et du dialogue. Quel rôle, justement, le préventeur peut avoir à trouver dans ces nouveaux environnements hybridés? Est-ce que vous partagez ce que Marc Malenfer en disait? Ah oui, là, le préventeur, à mon avis, ça va être le soutien social de proximité. Il y a une absence de soutien social, on l'a très bien vu. Le management fait ce qu'il peut, donc il le fait bien, il fait ce qu'il peut, il est dans le contrôle parfois un peu trop. Et le préventeur, lui, va être là pour prendre un peu la température, je pense. Même en post-vention. C'est pas grave. Le tout, c'est qu'il y ait une remontée d'informations. Notre collègue l'a dit sur les déploiements, nouveaux logiciels, de nouvelles choses comme ça. Je me souviens que chez France Télécom, par exemple, quand il y avait au moment où l'entreprise allait de mieux en mieux, après la grosse crise, quand il y avait des nouvelles technologies qui faisaient leur apparition, ils lançaient toujours des phases expérimentales. C'est-à-dire sur 6 mois, à moindre coût, on va voir comment ça va se passer, avec des remontées d'informations, avec les groupes de travail concernés qui faisaient des remontées en disant « mais ça nous rend service », mais alors ça pas du tout, au contraire, ça rallonge le travail, ça complexifie, si bien que soit on gardait l'avancée technologique, soit on la gardait pas, il n'y avait pas de problème. Et ça, je pense que les phases expérimentales sont particulièrement vitales pour le bon sens le bon sens de la qualité de travail. Là où ça pêche actuellement, c'est sur le rythme du travail. C'est-à-dire que le rythme, il est très 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 élevé, que généralement ce lancement de nouvelles technologies sont un peu aussi des enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que la personne qui est responsable de ça, il faut absolument qu'elle y arrive, comme ça elle aura peut-être une promotion. Enfin, tout ça c'est louable, mais c'est le jeu des organisations. Et peut-être que c'est pas dans son intérêt que finalement lui disent bah non, finalement c'était pas un bon choix de logiciel. Donc expérimentation, remontée d'informations, groupe de travail en télétravail, ça me paraît assez compliqué
parce qu'on s'est aperçu quand même que le groupe de travail, il a besoin de chair, quoi. Il a besoin de réel, il a besoin de voir, surtout dans le domaine de la technique. Vous citiez tout à l'heure les ateliers, les techniciens. Moi, j'ai beaucoup bossé avec le domaine technique. Là, c'est des gens, il faut qu'ils touchent un truc à un moment donné. Il faut qu'ils touchent un fil, il faut qu'ils aient un outil, il faut qu'ils voient quelqu'un, quoi. En télétravail, ils comprennent pas. On va leur dire comment ça s'est passé l'intervention quand vous avez dû faire un trou dans le bitume et puis raccorder les fils. Ils vont dire venez voir et puis je vous le montre. Mais en télétravail, je pourrais pas vous l'expliquer. Et il y a juste les préventeurs vont travailler sur les modèles organisationnels et leurs évolutions, les outils, c'était dit par Marc. Puis de l'autre côté, il y a les situations individuelles qui vont être de plus en plus individuelles parce que chacun va être dans son contexte, et les signes avant-coureurs vont être de plus en plus difficiles à lire aussi parce que on va moins voir les gens en fait. Donc on va faire reporter aux managers le fait de devoir gérer des situations individuelles de plus en plus différentes et de plus en plus difficiles à décoder. Est-ce qu'il y a un enjeu finalement à ce que cette prévention des risques et cette gestion des risques dans ce temps hybridé, elle s'hybride aussi elle-même, je dirais. C'est-à-dire qu'il y ait à la fois des spécialistes de l'organisation et des doctrines, comme sont les préventeurs de la CARSAT et autres, et puis des médecins du travail, et puis des psychologues comme vous qui viennent aussi en soutien des managers parce qu'ils n'arriveront pas à faire tout le job eux-mêmes. Et puis, c'est pas leur boulot. C'est pas leur boulot. On n'a jamais demandé aux managers d'être psy et de prendre soin vraiment de la santé mentale de ses équipes. D'accord, c'est écrit dans les textes, mais dans la vraie vie, on voit qu'ils sont pas en capacité de le faire parce qu'ils manquent de temps et de moyens. Moi, je pense que là, l'opportunité qu'il y a, c'est justement de mettre en avant la prévention et le système de santé au travail en allant chez la personne par ses outils. C'est-à-dire organiser des réunions, organiser des points, organiser des entretiens et le faire beaucoup plus souvent qu'avant. Honnêtement, le médecin du travail, on le voyait combien de fois avant dans les entreprises? On l'avait peut-être une fois tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on n'en sait rien, mais c'est très rare. Peut-être que c'est l'opportunité de se dire, tous les 3 mois, comme on est dans un dispositif très nouveau, tous les 3 mois, on va avoir un entretien avec le préventeur, avec l'assistant social, avec l'infirmière, je sais pas, avec le psychologue, en fonction des sujets qu'on rencontre. Et tous les 3 mois, on aura une supervision des managers par un psy, par un spécialiste du travail, peu importe le sujet. Vous voyez, c'est de multiplier, de prendre l'opportunité d'être dans une situation nouvelle pour aller de l'avant là-dessus. Chose qu'on faisait pas puisque finalement c'est tellement routinier qu'on se posait la question de l'utilité. Là, c'est parfait, c'est nouveau, donc allons-y. Merci beaucoup. Merci à vous, Maxime. Merci, Marc. Merci Vailo d'avoir posé aussi complètement et aussi brillamment, je viens de le dire, ces éléments à partir de vos réflexions et de vos travaux. Je rappelle le livre de Maxime à lire, vraiment très très intéressant. Le travail est malade, il nous fait souffrir. Et on se retrouve dans 10 minutes pour notre prochain débat. On va aller regarder plus spécifiquement ce télétravail, la manière dont on peut l'accompagner par un cadre réglementaire, par un cadre assurantiel, avec des acteurs de France et de reste de l'Europe, puisque c'est le principe d'Eurogip. À tout de suite et merci encore à vous. Merci à vous. Merci.